présenter un peu comment va s'organiser. L'idée, c'est qu'on tienne à peu près dans un espace-temps d'1 heure. On a voulu faire quelque chose d'assez interactif parce que l'IA, on va dire l'IA qu'on utilise un petit peu moins, ou 1 an maintenant. D'accord, c'est 1 an que c'est devenu public. Donc l'idée, c'est de poser vos questions. N'hésitez pas à challenger. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui pourront répondre. Donc voilà. On va prendre une petite notion sur comprendre comment marche l'IA. Juste, c'est le fonctionnement logique, hein, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Ensuite, on vous déroule ça, comment on l'utilise dans 2 cas clients. Voilà, donc, et on a la chance d'avoir Frédéric qui est là ce soir, qui est dans un des 2 cas. Voilà, donc il pourra même témoigner de comment l'IA a pu le servir dans son expérience. Et puis ensuite, on échange. Donc, il y a des questions qui ont été posées en ligne, donc on va les afficher. Et puis, on commencera aussi par vos questions, de manière à ce que, voilà, il ne faut pas hésiter, ça doit être interactif. Déjà, pour qu'on puisse un peu prendre la température, qui a déjà utilisé ChatGPT? Vous pouvez lever la main. Tout le monde, OK. OK, donc on a plutôt des gens qui savent l'utiliser et qui l'utilisent tous les jours. OK. Et qui l'a juste testé pour savoir, juste faire un test. OK. Salut, ça va? Comment tu vas? OK. Alors, déjà qui on est, donc on va commencer par AWI, représenté par Amaury et Franck. Voilà, vous pouvez venir. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous, AWI, on est une agence experte en référencement naturel et payant, donc c'est-à-dire optimiser les sites dans les résultats de recherche Google principalement, tout ce qui concerne l'achat média, donc tout ce qui est le SEA, et on fait également tout ce qui est achat média sur le digital. Donc moi je me présente, je suis Amaury Becquet, directeur de clientèle d'AWI, et Franck participera aussi à cette conférence et qui est responsable du R&D au sein de l'agence. Voilà, et puis Serum & Co, je vais laisser Corentin se présenter. Bien, donc bonjour, bonsoir à tous. Corentin, responsable création au sein de l'agence Serum & Co. Donc je suis responsable de la partie UX, UI, expérience, tout ce qui est graphique. Donc dès qu'il y a quelque chose de stratégique, ça passe par moi. Voilà, et Alexis Huette, donc directeur de l'agence Serum & Co. Pour vous situer rapidement, en fait, toute boîte aujourd'hui dans le monde a besoin d'un écosystème digital. Un écosystème digital, c'est quoi? C'est des actions marketing pour se faire connaître, qu'on ramène sur des outils, d'accord? Donc un site web, une application mobile. Et sur ce site, on vient mettre ce qu'on appelle des outils, des points de conversion pour générer dans un CRM des prospects ou des clients. C'est comme ça que ça doit marcher pour tout le monde. Et ensuite, on se met des boards de KPI qui nous permettent de voir, j'ai dépensé X euros donc avec AWI et ça m'a permis de générer X prospects. Voilà. Donc où est-ce qu'on se situe? AWI sur la partie acquisition. Voilà. Donc, et nous sur la partie mise en place des outils et connectique à des CRM type Salesforce ou des choses plus simples comme Mailjet ou Brevo, Sendinblue. Pour comprendre l'IA, j'ai mis un exemple très simple. En fait, des personnes se sont mis à créer des modèles. Un modèle, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Sur 10 années, dans différentes villes, le nombre de crèmes glacées vendues et la température de l'air. Donc ça, c'est une question simple qu'on pose. Et donc la machine va accumuler de la data sur ce sujet-là. D'accord? Donc on va créer de la data. Donc vous voyez, ça remonte à partir. Et des modèles, il y a plein de modèles comme ça. Et ensuite, quand on va lui poser une question, s'il fait 25 degrés, combien de glace puis-je espérer vendre dans tel lieu? Eh ben, ça va se baser sur des statistiques et ça va vous ressortir de la donnée. Donc c'est bien évidemment plus complexe que ça, puisqu'il faut comprendre la phrase, il faut comprendre le sens de la phrase. Mais c'est pareil, comprendre une phrase, c'est sur des statistiques par rapport aux mots-clés qui vont ressortir et par rapport à ce qu'on analyse en question-réponse sur les datas qu'on analyse sur le web. Et ben, statistiquement, on sort que c'est cette réponse-là qu'on veut. C'est pareil pour l'image, donc je ne vais pas vous rentrer dans l'image et un peu après on pourra en discuter, mais l'image, pareil, on forme, on éclate une image en pixels, donc une image qu'on connaît, on sait ce que ça donne, et on régénère du pixel, on régénère l'image, et ainsi de suite. Et après, on peut générer directement des images à partir de pixels. Donc on verra dans les images, il y a encore des failles, donc ça Corentin nous montrera, mais on commence à arriver à des choses très très abouties. Pour vous donner quelques chiffres, depuis quelle année existe l'IA? Est-ce qu'il y en a qui savent?
Ouais, sinon, je vais faire, j'ai pioché au hasard. Vous diriez quoi? Un an? 1975. On en a un qui est bon, qui s'est risqué, et c'est pas trop mal. Et ben en fait, c'est plus vieux que ça. Si on remonte, je parle du concept de l'IA, hein, avec des tests qui ont été faits et des premiers tests qui ont marché. 1712. Bravo. Non, pas du tout. Depuis 1957, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a scanné des lettres, d'accord? Et les lettres, on les reconnaît. D'accord? Donc ça scanne, on reconnaît les lettres. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, machin l'utilise, c'est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis cette époque-là? Bah, il s'est trouvé que déjà, il y a eu deux facteurs. Les machines maintenant sont performantes parce qu'il faut des énormes puissances de calcul pour faire ce qu'on est en train de faire. Et la deuxième chose, bah, c'est OpenAI, que vous connaissez, qui a donné gratuitement accès à cette technologie et qui se bat avec Google. Google, c'est Bard. Voilà, donc c'est la grosse guerre et il donne accès libre à cet espace. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, on le verra après par la suite, mais on commence à arriver à des choses performantes. Est-ce que, hormis donc ChatGPT et Bard, ou peut-être un autre que vous avez essayé, est-ce que vous utilisez déjà l'IA dans autre chose? Dans quoi? Dans la création d'images. Voilà, non, mais, oui, mais tu passes par ChatGPT pour faire ça? Non. Ou par un autre équivalent? Ok, on oublie le web. Eh bien, vous l'utilisez déjà tous les jours, tous. Reconnaissance faciale, correcteur orthographique, ça se base sur des données. Vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas de correction, sauf si on change la base en local. Voilà. Donc l'IA, il faut juste savoir que vous l'utilisez déjà tout le temps, tous les jours. C'est juste qu'aujourd'hui, comme on a accumulé, augmenté les puissances de calcul, on va faire des choses beaucoup plus sportives avec. Voilà. Mais tout le monde l'utilise dans tous les jours. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est juste de savoir maintenant comment on l'utilise. On l'utilise pour faire quoi, machin. C'est plus un sujet de savoir s'il faut le faire ou pas. Pour redonner quelques chiffres, donc OpenAI le rend public, je crois que c'est novembre 2022. Vous voyez déjà comme on en parle et la puissance. On prévoit 100 millions de personnes qui travailleront sur l'IA en 2025. Donc c'est absolument énorme. En 2025, on prévoit aussi de la sortie des vidéos. Donc on peut pouvoir commencer à générer des vidéos à la volée. On aura normalement assez de puissance. 73% des consommateurs, donc ça on le verra, font 100% confiance à l'IA. C'est-à-dire que c'est tellement impressionnant qu'en fait, on a tendance à partir dans une confiance aveugle. Donc là, il y a des petits warnings, on verra ça avec AWI. 37% de croissance projetée chaque année, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est-à-dire jusqu'en 2030. Donc en fait, on est au début et on va augmenter quasiment de 40% tous les ans de puissance, d'utilisation, de mise en place dans les entreprises. Et après, il y a 80% des dirigeants qui pensent que c'est indispensable d'avoir ça dans sa boîte. D'accord? Voilà, ça c'est pour vous donner un peu de contexte et je suis 100% disponible après pour continuer à challenger ça si vous avez des questions là-dessus. Parce que je pourrais en parler des heures. Et on va d'abord se pencher sur le premier cas client, donc je te laisse la parole à Maurice. Merci Alexis. Je vous remercie de cette ovation. Cas client numéro 1, donc avec AWI, on travaille avec un client qui s'appelle Devernois. Et on va vous présenter finalement une partie de la mission qu'on a pu réaliser en SEO pour eux. Donc, juste un petit contexte, Devernois, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de prêt-à-porter, plutôt haut de gamme. Ils ont une boutique en ligne, donc via un CMS qui s'appelle Shopify, je pense que tout le monde connaît ici dans la salle. Ils ont un contexte phygital, hein, puisqu'ils ont, finalement, ils sont implantés un peu partout dans le territoire avec un petit peu plus de 55 magasins en France. On les accompagne sur donc, du SEO, optimisation du référencement naturel, SEA, achat de mots-clés sur Google, mais également achat d'espace digital sur l'écosystème Google, et sur tout ce qui concerne le social ads, donc principalement Meta, Facebook, Instagram. C'est tous les posts sponsorisés que vous pouvez voir quand vous naviguez sur vos réseaux sociaux. Et il y a une problématique de leur côté qui est d'équilibrer leur chiffre d'affaires généré par le digital versus les magasins. Donc, nous, on va se concentrer vraiment sur la partie SEO et sur l'utilisation de l'IA pour développer leur performance. Donc pour ça, on vous a résumé le contexte global qui se résume en 4 parties. Tout d'abord, le contenu.
Si vous connaissez un petit peu tout ce qui concerne le SEO, vous savez que la colonne vertébrale, c'est le contenu, puisque c'est ce que Google identifie sur votre site internet pour ensuite vous positionner en fonction des mots-clés. Et effectivement, il fait un classement en temps réel. Donc finalement, si la concurrence travaille beaucoup son contenu, il faut aussi travailler son contenu pour avoir un contenu meilleur que son voisin. On va prendre un exemple concret sur la requête fausse fourrure femme, qui est une requête recherchée plusieurs milliers de fois sur Google par mois. On a constaté sur les pages du site internet qui remontaient sur cette requête qu'il y avait en moyenne 400 mots. Quand on a regardé sur la concurrence, en moyenne sur une page, il y avait 1200 mots. Donc déjà, on voyait un écart de nombre de contenus qui faisait que forcément Google privilégiait le concurrent plutôt que Devernois. Qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps ? On a rajouté 500 mots sur les pages via un accordéon de contenu. Pourquoi on parle d'accordéon de contenu en bas de page ? C'est parce qu'il faut aussi concilier l'UX et le SEO. Il ne suffit pas juste de rajouter du contenu comme ça sur la page. Google prend tout, analyse tout, et puis derrière vous repositionne. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans l'expérience utilisateur de votre page. Petite note d'attention, effectivement, si vous travaillez sur trop de contenu, Google peut vous pénaliser. Qu'est-ce qu'on entend par pénaliser ? C'est tout simplement qu'il va, entre guillemets, se donner une note moins forte que la concurrence, et donc forcément, il peut vous dépasser et voire aller bien plus au-delà que vous. Donc juste quelques chiffres. Rien qu'en faisant cela, on avait avant notre intervention, sur cette requête-là, seulement 5 clics et 100 impressions par jour. D'avoir fait cette intervention-là, désormais, on a 260 clics et 1000 impressions par jour sur cette requête et sur les pages qu'on a créées. Pour rappel, l'impression, c'est juste le fait que vous cherchez sur Google et que vous voyez apparaître Devernois dans les différentes recherches. Et donc forcément, c'est un KPI qu'on suit. Ensuite, les clics. Et une fois qu'on a les clics, derrière, on pousse aussi à savoir si ça transforme ou pas, parce que c'est l'intérêt d'un e-commerçant également. Donc, qui dit contenu, dit nombre de pages. Il faut savoir qu'il y a énormément de mots-clés. On parle de fausse fourrure femme, mais c'est une thématique avec des mots-clés annexes. Il suffit de rajouter un ou deux mots-clés sur cette recherche pour que ça devienne une nouvelle recherche et que, théoriquement, il faut du nouveau contenu. Donc, il ne suffit pas juste d'ajouter des mots, il faut aussi créer tout un écosystème sur la fausse fourrure femme pour qu'on prenne plus de poids auprès de Google. Là aussi, pareil, on était sur un constat, on avait 25 pages qui traitaient de cette thématique-là. On est passé à 80 pages, ce qui fait qu'on a un poids plus important et que du coup, aux yeux de Google, on paraît plus sérieux sur cette requête. Il y a aussi le temps d'exécution. C'est bien beau de dire qu'on a rajouté 500 mots, qu'on est passé de 25 à 80, mais il faut aussi avoir le contexte et pour des e-commerçants qui devront travailler et faire évoluer son chiffre d'affaires, il faut aussi préparer, anticiper la demande. Donc on vous a résumé finalement les 4 étapes de ce projet. Donc pour vous donner du contexte, début du projet, juillet 2023. Fausse fourrure femme, ça correspond à la collection hiver 2023. Dans le prêt-à-porter, la collection hiver, on commence à en parler à la fin des soldes d'été, à partir du mois d'août. Il faut savoir qu'il y a aussi un historique à prendre du côté du SEO, donc plus on commence tôt, plus forcément quand les personnes vont commencer à rechercher, quand il va commencer à faire froid, etc., plus il y aura de l'historique et donc on apparaîtra aussi beaucoup plus sérieux aux yeux de Google. Donc le timing, juillet, août, plus le contexte, congé, etc., forcément, c'est assez challengeant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en premier ? Identification des pages. Il faut savoir, il faut identifier les catégories, tout simplement. Il faut aussi étudier le volume de recherche de ces catégories-là, si c'est recherché ou pas, s'il y a eu des tendances précédemment, etc. Il faut aussi qu'on aille chercher comment se positionne la concurrence. Est-ce qu'ils travaillent déjà cette catégorie ? Est-ce qu'ils sont inatteignables ? Est-ce que finalement cette catégorie est poussée
mais est-ce qu'une catégorie avec plus de mots-clés est plus intéressante à aller chercher? On fait cette analyse-là, et bien sûr, évidemment, il y a une validation avec le client, puisqu'il y a aussi l'enjeu business. Est-ce que cette catégorie permet d'avoir des marges intéressantes? Est-ce que ça va permettre d'avoir un potentiel de chiffre d'affaires intéressant, etc. Une fois qu'on a validé tout ça, il y a effectivement la partie création de contenu. Donc, on parle ici de création de contenu via l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire qu'il a fallu créer cette volumétrie dont je vous ai parlé précédemment à respecter le temps imparti. Donc, on a créé les prompts, on a demandé à l'intelligence artificielle de créer ces contenus, ensuite on a fait une relecture. Forcément, il y a eu certains contenus qu'on a repassés à la moulinette de l'IA en lui indiquant effectivement qu'il fallait être peut-être plus précis, il fallait être plus tranchant sur tel ou tel mot-clé, etc. Pour qu'ensuite, nous, de notre côté expert, on puisse se dire les contenus sont qualitatifs d'un point de vue SEO, maintenant il faut les soumettre du côté client, du côté business. Est-ce que ça correspond bien à votre image de marque? Est-ce que c'est cohérent avec l'image que vous voulez avoir? Et si besoin, repassage à la moulinette, etc. Donc il y a aussi des allers-retours pour qu'on puisse avoir tous les contenus intéressants. Et enfin, l'analyse des résultats est assez simple, c'est que de manière macro, on va analyser chaque catégorie, on va regarder les KPI qui nous intéressent. Donc, je parlais précédemment de clics et d'impressions. Ça peut être aussi par rapport au chiffre d'affaires généré sur le site internet sur ces catégories-là. C'est en discussion avec l'objectif de la campagne pour qu'ensuite on puisse aussi connaître, savoir la performance de ce process. Et le dernier point, je pense que c'est un point qui est très intéressant pour tout le monde et sur lequel vous vous posez des questions, le budget alloué global sur la création de ce volume de contenu dans ce temps imparti. On était sur 5 000 € sur la création du contenu. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Franck qui va vous expliquer l'approche et détailler davantage comment on a pu procéder. Donc en fait, en intelligence artificielle, il existe deux approches. C'est ce qu'on appelle les IA faibles versus les IA fortes. En fait, c'est quoi la différence entre une IA forte et une IA faible? Une IA faible, en fait, elle va avoir très peu de connaissances et on va lui apporter très peu d'éléments contextuels. Donc en fait, elle va dire n'importe quoi. Pour faire simple, elle va dire ce qu'on a envie de lui faire dire. C'est souvent le problème que vous avez. Par exemple, quand vous dites à l'IA au début que vous l'utilisez, voici mon mail, fais-moi un CR, et en fait, il fait n'importe quoi. Donc en fait, nous, là, on va essayer de faire beaucoup mieux que ça, et c'est qu'on va essayer d'aller sur de l'IA avec de la data science. Donc de la data science, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin que de dire voici un CR, voici mon CR, fais-moi un mail par rapport à ça, mais on va lui dire non seulement je veux que ça soit un ton comme ça, c'est mon client. En fait, on va lui donner un contexte global très précis pour qu'elle puisse répondre au mieux à ce qu'on a besoin. Et donc là, si on peut voir sur la presse, c'est que en fait, on va donner le contexte de ce que Google attend, mais aussi de ce que le client a comme marque, donc tout son historique, en fait son ton, etc., pour essayer d'être au plus proche de ce que veut le client, ce que veut Google, et donc si on combine les deux, normalement on devra avoir quelque chose qui est pas mal. Et on va essayer de le vérifier. Donc en fait, là c'est une slide que je vous montre en fonction de ce qui se passe quand on utilise une IA faible. C'est qu'en fait, on va produire beaucoup de contenu dans un laps de temps qui est très faible, puisqu'en fait on a une facilité à créer le contenu. Le problème c'est qu'on voit sur mon graphe qu'en fait, au fur et à mesure que le site commence à grimper, Google il va vérifier si ce contenu-là correspond à ce qu'il attend. Et surtout, il va vérifier si ce contenu-là est créé par intelligence artificielle. Et en fait, au bout d'un moment, le site est tellement fort que Google il va se mettre une alerte, il va dire c'est bizarre, non seulement il a fait beaucoup de contenu en très peu de temps, et en plus il a fait du contenu qui n'est pas qualitatif, mais en plus ces phrases ne veulent rien dire. Du coup, c'est ce que vous a expliqué Amaury tout à l'heure, il le pénalise. Il le pénalise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe de 2000 impressions par jour, donc un site qui commence à bien marcher, à 0. Donc en fait, on n'est plus visible et donc on n'a plus de business. Donc du coup, le but, c'est, pour nous, à l'agence web, c'est d'éviter cette problématique où on utilise une IA faible et en fait, notre client il commence à marcher et du jour au lendemain, il n'a plus de business. Parce qu'on ne peut pas changer le nom de marque d'un client. Et si demain, il vient à disparaître, ce site de Google, le client il est plus qu'embêté puisqu'il peut mettre la clé sur la porte. Donc du coup,
Nous, on a essayé d'identifier à l'agence web tous les espèces de ce qu'on appelle les patterns d'IA. Donc un pattern, c'est quoi? C'est un ensemble d'indices qui pourraient donner l'impression que cet article a été rédigé par une IA qu'on appelle faible. Donc en fait, je vous ai donné un exemple que vous pouvez voir ici. Si vous voulez, pendant la presse, vous pourrez aller sur l'URL. Donc c'est charles.co/blog/poids/pilule-pour maigrir. Donc en fait, on voit directement un problème, c'est qu'en fait, si on s'amuse à faire CTRL F, il est important, qui est un pattern assez récurrent quand vous utilisez ChatGPT, vous verrez tout le temps qu'il vous dit il est important que vous fassiez attention à ce que vous dites, etc. On le voit déjà 6 fois. Donc là, on se dit, putain, c'est bizarre, ce contenu-là, il a une erreur statistique assez bête. Ensuite, on voit que le contenu, il n'est pas du tout original et qu'il est limite, on voit qu'il a repris des infos un peu partout et on se dit, c'est bizarre. Ensuite, on regarde et on voit des phrases incohérentes avec des fois, en fait, on va commencer par vous voyez le lecteur et ensuite on va le tutoyer. Ensuite, on va être sur du langage, on va dire du langage très soutenu et après on va passer sur du langage courant, voire du langage familier. Et enfin, on va avoir une section conclusion qui est mise en avant, qui est beaucoup trop mise en avant par Google, où il va y avoir conclusion et le texte va dire pour conclure, en conclusion. Donc là, on voit tout de suite, en fait, on a des red flags assez flagrants de Google qui voient que c'est un contenu généré par IA, ce qui va entraîner sa chute probable et même très certaine dans les jours à venir. Après, du coup, c'est leur choix de faire du contenu jetable. Donc nous, on n'est pas dans ce cas-là. Donc nous, on va essayer d'aller plus loin et de faire ce qu'on appelle de l'IA boostée à la data science. Donc en fait, on va essayer d'utiliser l'IA en la boostant via de l'injection de données. Donc pour injecter ces données, on va injecter en fait 5 données. On va d'abord injecter ce qu'on appelle de l'analyse de SERP. Donc la SERP, c'est le résultat de recherche de Google. Donc en fait, on va analyser de manière automatique le résultat Google pour que les contenus qu'on va générer par l'intelligence artificielle ils correspondent à ce que Google attend. Parce qu'en fait, si un contenu est bien positionné, forcément, il va correspondre à ce que Google attend. Google, il vous donne la réponse de ce qu'il attend grâce à ce qu'il affiche sur le moteur de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre différents signaux statistiques qui pourraient être utilisés par Google pour voir si si un contenu a été créé par une IA ou pas. Donc, si on se met à la place de Google, en fait, le premier signal qu'on peut regarder, c'est le nombre de mots. Par exemple, je m'explique, si sur le résultat de recherche, le nombre de mots moyen, il est de 600, et que moi, je fais un contenu de 4000 mots, forcément, je ne suis pas très doué en maths, mais je vais me dire, c'est bizarre, statistiquement, c'est très bizarre. Quand les autres, ils faisaient 600, l'autre, il fait 4000. Ça peut être positif comme négatif, mais moi, j'ai tendance à penser que c'est négatif. Ensuite, on va regarder quels sont les sujets abordés. Par exemple, si on reprend l'exemple de fausse fourrure femme, on ne parle pas du tout de comment sont fabriquées la fausse fourrure, ça peut être un signal si tous les autres ont parlé de ce sujet. C'est même très bizarre qu'on ne l'aborde pas. On pourrait aller plus loin et en tant qu'internaute plutôt, on pourrait se dire, en fait c'est bizarre qu'ils n'abordent pas cet aspect de la fausse fourrure, c'est qu'il doit y avoir anguille sous roche. Et enfin, on va essayer d'utiliser les données factuelles, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de devenir l'expert de notre sujet sur tous les mots-clés qu'on essaie de se positionner. Sur la fausse fourrure, par exemple, si par exemple, pour reprendre l'exemple de la slide, un jean, un concurrent dit qu'en moyenne, ça a une durée de vie de 6 à 18 mois, nous, on va le reprendre parce qu'on pourra dire, normalement, un jean, par exemple, ça a une durée de vie de 6 à 18 mois, et l'IA va pouvoir compléter. Mais sachez que chez Devernois, par exemple, un jean, il a une durée de 24 mois. Donc ça, on pourra passer pour des experts et être mis en avant. En fait, il faut savoir que les détecteurs d'IA, ça n'existe pas. Les détecteurs d'IA, ils n'arrivent pas à détecter ce qui est une IA. Ce qu'ils arrivent à détecter, par contre, c'est des erreurs statistiques. Donc si on reprend ces statistiques et on se met dans la norme statistique, on a très peu de chances d'être détecté comme un contenu IA. Donc, dans un deuxième temps, on va reprendre ce qu'on appelle les éléments de marque. Donc, les éléments de marque, c'est notamment l'histoire de la marque. L'histoire de la marque, mais aussi les éléments marketing de la marque et le ton de la marque. Donc, je m'explique. L'histoire de la marque, le but, ce qui va être intéressant, c'est d'échanger avec le client, de comprendre son histoire, de comprendre la data, de comprendre les dates clés et tout ce qui va être autour. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'en servir.
Par exemple, on va pouvoir s'en servir dans le cadre de Devernois pour expliquer que Devernois, ça existe depuis plus d'un siècle. Et donc, du coup, si ça existe depuis plus d'un siècle et qu'ils sont encore là, bah forcément, Devernois, il fait de la qualité parce qu'il y a forcément des gens qui ont déjà acheté et qui ont recommandé. On ne peut pas exister depuis plus d'un siècle tout en étant mauvais, en fait. On sera forcément sur des vêtements de qualité. Ensuite, on va reprendre ce qu'on appelle les USP, donc les Unique Selling Propositions. En gros, c'est des éléments marketing. En gros, qu'est-ce qui fait la différence entre Devernois et ses concurrents? Ce qui fait la différence entre Devernois et ses concurrents, c'est que c'est un expert de la maille et que ses ateliers sont faits en France. Donc, du coup, c'est important de donner cette information à l'IA, puisque quand elle va faire son contenu, elle va forcément parler du fait que Devernois est un expert de la maille, qu'ils ont des ateliers en France. Et ça, on va pouvoir créer un contenu qui va être non seulement SEO, mais qui va être aussi ce qu'on appelle CRO, qui va aller dans la conversion, puisque les internautes, quand ils vont lire le contenu, ils vont se dire « Ah oui, donc c'est des ateliers français, donc je commence en français. En plus, c'est un expert de la maille. Si j'achète un pull en maille, j'ai forcément la meilleure qualité. » Et enfin, le ton de la marque. Le but, c'est que ce contenu il s'intègre parfaitement dans l'écosystème de la marque. Donc, du coup, le but, c'est que le contenu qui respire Devernois. Le but, c'est qu'on sent que c'est Devernois qui est derrière et que ça s'inscrit dans un écosystème plus global. Donc, du coup, le but, ça va être de reprendre le ton de la marque, notamment Devernois. C'est un ton de marque qui est assez directif, qui ne prend pas de détour pour dire ce qu'il pense. Et donc, du coup, on va s'en servir pour créer les contenus par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on appelle, nous, en SEO, le vocabulaire de la SERP, en fait, c'est tous les mots qu'on va avoir besoin pour se positionner sur Google. En fait, par exemple, quand vous êtes sur fausse fourrure femme, Google il va attendre un certain type de mots. Par exemple, il va attendre que dans votre contenu, forcément, vous ayez fausse, fourrure, femme, mais aussi manteau, ce genre de mots assez basiques qui paraît normal de le mettre, mais tout le monde ne le met pas. Donc du coup, ça va être important pour nous de trouver ce champ sémantique-là et de l'ajouter. Donc pour nous, on a des outils en SEO qui nous permettent de le savoir, mais on va les intégrer de manière automatique dans les contenus qu'on crée. Ensuite, on va prendre ce qu'on peut voir en 1 ici, c'est les mots-clés secondaires. En fait, une fois qu'on a pris ce qui nous permet de mieux nous positionner, on va aussi prendre ce qui va nous permettre de nous positionner sur ce qu'on appelle un ensemble de mots-clés. Par exemple, si je reprends fausse fourrure femme, on sait qu'il y a des gens qui vont chercher fausse fourrure femme, mais qui vont aussi chercher fausse fourrure femme orange, rouge, vert, l'été, courte, sans manches, etc. Donc du coup, le but, c'est d'intégrer tous ces mots-clés-là. En gros, si Devernois a ces produits-là, il faut qu'on les intègre pour qu'on puisse se positionner à travers la catégorie fausse fourrure femme pour être sur l'ensemble de ces mots-clés. Comme ça, on va pouvoir non seulement se positionner sur fausse fourrure femme, mais aussi mieux rentabiliser et avoir un meilleur ROI sur notre création d'IA en se positionnant sur cet ensemble de mots-clés-là. Et enfin, la rédaction en IA, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre outil en interne. En fait, c'est quoi? En fait, on a pris une IA et on l'a entraînée sur des modèles qui nous permettent en fait, d'éviter ces patterns qu'on a vus plus haut. Le but, c'est qu'on évite ces patterns, qu'on donne à l'IA un entraînement en lui disant ces mots-clés-là, ces patterns-là, tu les oublies. Par contre, tu prends vachement en compte tout ce qui est marque. Tu prends un peu plus ce qui est en compte SEO. En gros, c'est d'avoir un modèle d'IA qui soit entraîné le plus possible sur un ensemble de contenus qu'on a jugé très bons et que du coup on puisse délivrer quelque chose de qualité. Et aussi à travers notre outil, le but c'est que les consultants ne passent pas leur tâche à faire des tâches répétitives qui ne servent à rien et qu'on perd du temps homme sur des tâches à peu de valeur ajoutée. Le but c'est qu'ils mettent ce qu'ils ont, l'outil fait leur travail et eux ils vont aller sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire notamment relire le contenu et valider avec la cliente que ce contenu IA respecte les impératifs commerciaux, marketing de la marque. Du coup, une fois qu'on a réalisé cette campagne avec ces 80 pages, en 12 semaines, on peut voir qu'on a créé plus de 42 000 mots au sein des contenus des pages de Devernois. Et on a eu un trafic qui a été augmenté de 2000%. Donc en gros, ils sont passés de à peu près une vingtaine de clics par jour sur du hors-marque à plus de 300-400 clics trafic hors-marque par jour.
Et du coup, le trafic estimé, en fait, on peut le voir sur cette courbe, notamment d'un outil SEO qu'on utilise. On peut voir que si on regarde avant 2023, il faisait moins de 2 à 3 000 de volume de trafic estimé sur les moteurs de recherche. Et donc là, on a multiplié par 10 leur trafic estimé, puisqu'ils sont passés au plus haut ici, 32 000. Et nous, ce qu'on aime bien regarder aussi, c'est en SEO, c'est sur le nombre de mots-clés, donc le nombre de recherches que vous faites sur Google, qui sont positionnés. Donc là, on peut voir que c'était un peu moins de 200, tout compris. Là, on peut voir que rien que sur le top 3, on est à plus de 500, donc on a dépassé en première position ce qu'on avait avant sur l'ensemble des mots-clés. Et si on prend toutes les positions cumulées, ils se positionnent sur plus de 2000 mots-clés. Donc on peut dire qu'en gros, ils ont fait beaucoup de trafic, mais ils ont fait surtout sur beaucoup de trafic sur beaucoup de verticales de leur catalogue, ce qui leur permet de ne pas avoir un ou deux produits phares de la collection qui marchent, mais toute leur collection hivernale qui marche. Et donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ça, le plus facile, en fait, et ce qu'on continue à faire, c'est de continuer avec ce process de rédaction par IA sur les autres collections. C'est-à-dire de continuer avec la collection printemps, été, automne, hiver. Mais c'est aussi d'aller plus loin et de comprendre les pages que l'on performé en essayant notamment de mettre en place ce qu'on appelle, nous, du prédictif à l'agence, c'est-à-dire prévoir et comprendre pourquoi les pages n'ont pas marché et comment faire en sorte que maintenant tous les contenus de Vernois puissent marcher à travers du prédictif, c'est-à-dire deviner les facteurs de ranking, ce qu'on appelle le ranking, donc qui vont permettre de se positionner en première place. Et une fois qu'on aura permis de faire ce prédictif, en fait, on va pouvoir aller plus loin et scaler encore plus la production de contenu avec de Vernois. Enfin, un dernier point qu'on travaille et qu'on va mettre en place, c'est notamment d'essayer de prédire les tendances futures, parce qu'on a vu qu'on est capable, quand on connaît un mot-clé, de se positionner et de bien se positionner pour qu'il fasse du trafic et du chiffre d'affaires. Maintenant, en fait, on peut carrément, avec l'IA, et on est en train de réussir, à prédire les tendances futures du retail. Puisque la complexité qu'il y a de Vernois, c'est que de Vernois, pour avoir un produit en catalogue, il faut qu'il y ait 6 mois de marketing plus 6 mois d'atelier. Donc ça fait qu'il faut prévoir 1 an à l'avance. Et une fois qu'il est dans la collection, il faut 6 mois pour qu'il puisse le mettre à disposition des clients. Donc le but pour nous, c'est de se positionner, comme l'a dit Amaury tout à l'heure, le plus haut possible, le plus rapidement possible, pour que quand ils ont fini l'atelier, on soit déjà prêt en SEO et qu'on puisse déjà performer en SEO, et que quand ils mettent à disposition leurs produits sur leur site, ça soit une réussite. Voilà. Bien, du coup, on va pouvoir passer à l'étude de cas, ou plutôt le cas client numéro 2. Donc l'IA au sein d'un projet digital, donc comment on peut amener l'IA à travers notre projet et ensuite à nous aider donc, sur notre projet à faire évoluer. Donc pour cela, on va, du coup, je te ferai venir juste après Frédéric pour te présenter, mais on va parler de ton site, du coup, le site d'Eona. On va du coup s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA donc sur ce site, avant, pendant et après, mais surtout pendant et après, notamment sur la compréhension. Ensuite, comment on peut analyser, améliorer son marketing, comment on peut aussi accélérer, automatiser tout un tas de processus, qui est très important donc, quand on veut faire vivre son site internet et son business. Et ensuite, quelles sont les perspectives du coup, suite à tout ça. Donc, je t'invite à me rejoindre, Frédéric. Bonjour à tout le monde. Ça marche, il y a un micro? Ah non, c'est le micro, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ok, super. Je te laisse te présenter du coup. Donc bonjour tout le monde. Je suis Frédéric Jouvin, je suis le directeur de la marque Eona. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, on est une marque qui fabrique des produits pour les kinésithérapeutes. Donc on a une marque historique, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. On est les numéros 1 chez les kinés. Ce sont des produits de massage, donc des huiles, des gels, des crèmes. Et j'ai pris la direction de cette société il y a 2 ans. Le business était assez ancien dans son approche puisque c'était que du B2B à 90% et les kinés passaient leurs commandes par téléphone voire par fax. Voilà, ça change. Il y a une nouvelle génération qui a décidé de changer. Et puis j'ai décidé aussi d'aller chercher une nouvelle cible à très fort potentiel, qui sont les sportifs. Et donc là, on est sur du B2C, et je ne pouvais pas rester avec ce modèle-là, et les équipes en place, pour aller chercher du B2C. Donc voilà pourquoi on a décidé de s'associer avec Serum & Co pour digitaliser la société. Merci.
Donc pour ce faire et pour répondre aux besoins du coup de Frédéric, nous avons développé un Shopify qu'on a personnalisé. Donc, qui passe, comme vous pouvez le voir, là on a produit des maquettes et puis ensuite on les a posées du coup sur le Shopify. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toute une recherche UI, UX, donc sur la partie expérience utilisateur, l'UX, et aussi sur la partie graphique, donc l'UI. Ensuite, on a adapté un thème. Shopify est une plateforme exceptionnelle, on peut faire tout un tas de choses. Et là, pour le coup, on a choisi de nous baser sur un thème pour répondre aux enjeux de Frédéric. Donc, on a intégré différents modules, que ce soit du paiement, pour des collections de produits, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été intégrées par nos soins. Hop. Et donc, Frédéric souhaitait être autonome sur son site internet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Shopify. Comme ça, il peut mettre ses produits, ses collections. Il peut vraiment gérer son site internet. Donc là, ici, j'ai mis comme exemple la maquette d'un article de blog, les collections, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'était que Frédéric puisse se débrouiller sur son site internet. Maintenant, comment est-ce que l'IA peut nous aider à comprendre tout un tas de choses dans une sphère où Internet évolue très vite, les technologies évoluent très vite? Donc ça va passer notamment, par exemple là, pour le cas du site de Frédéric, quand il a reçu son site internet, il y a une formation, il y a des choses qui se passent pour que Frédéric puisse comprendre son site. Donc de manière classique et sans intelligence artificielle, ce qui se passe, c'est que du coup, on va aller chercher nous-mêmes les informations sur la documentation. Donc on peut voir ici, en fait, c'est par exemple de Shopify. On va avoir tout un tas de listes de clics pour accéder à l'information qu'on souhaite. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle qu'on utilise tous aujourd'hui. On va aller chercher dans des documentations, on va taper ça sur Google. Et bien, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout simplement poser notre question à l'IA, comme on l'a fait ici. Et là, elle va nous donner directement la méthode. Comment est-ce que je peux accéder à tel endroit pour faire telle chose? Donc, en fait, l'IA va vraiment nous simplifier la compréhension de tout un tas de choses. Donc, on passe d'une formation constante à beaucoup de recherches sur Google à, finalement, on peut demander à l'IA de nous aider. Et si jamais elle n'a pas la réponse, on peut aussi lui envoyer la documentation. Et c'est encore mieux, elle va nous donner la réponse qu'on attendait. Donc, l'IA va vraiment nous aider à comprendre beaucoup mieux les choses et beaucoup plus rapidement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser, améliorer son marketing? Une fois qu'on a notre site internet, ce qui est important, c'est de le faire vivre. Faire un site internet, si on ne le fait pas vivre, ça peut être assez compliqué et on peut vite tomber dans l'oubli. Donc en fait, ça peut passer par 3 points. Donc trouver des idées. Ensuite, il faut les appliquer, les produire et ensuite les analyser, quelque chose qui met énormément de temps aujourd'hui. Et je vais vous montrer justement. Trouver des idées, donc sans IA, c'est très chronophage. On va avoir plein de réunions, on va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de plans qu'on va essayer de griffonner sur du papier. Finalement, on va faire des allers-retours, on va revenir en arrière, on va dessiner un plan et au dernier moment, on va se rendre compte qu'en fait, non, ça ne remplit pas nos enjeux, nos objectifs. Donc à ce moment-là, on va faire beaucoup d'allers-retours, ça peut être assez compliqué. Mais avec l'IA, on peut maintenant quasiment avoir des échanges tout le temps en fait. Donc on peut demander à l'IA de nous donner des idées, commencer par là. Ensuite, on va l'entraîner, on va lui apprendre à nous connaître. Et donc à partir de là, connaître nos enjeux, notre business, et on peut d'ores et déjà avoir des plans structurés qui vont beaucoup mieux fonctionner que 15 milliards d'allers-retours. Donc ça peut nous permettre de trouver des idées. Et ce qui nous permet d'arriver du coup à un générateur un peu à idées. Maintenant, sur la partie production, parce qu'une fois qu'on a des idées, c'est bien, mais il faut les mettre en pratique. La partie production, aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, surtout qu'on va faire, pareil, plein d'allers-retours. Donc là, j'ai 2 textes que je vais vous lire. Il y en a un des 2 qui a été généré par une IA, et après, je vais vous demander de trouver lequel a été trouvé par une IA. Donc on a le premier. Les crèmes à base d'huiles essentielles sont un choix idéal pour prendre soin de votre corps. Elles aident à détendre les muscles et à apaiser naturellement les tensions. Que vous soyez un sportif ou que vous cherchiez simplement à vous relaxer, ces crèmes sont une option bénéfique pour votre bien-être. Et le texte numéro B, des huiles comme la lavande apaisent la peau, l'huile d'arbre à thé combat l'acné, et avec une base d'huile végétale, elles deviennent parfaites pour l'hydratation ou un massage relaxant. Pour une approche naturelle et apaisante de votre bien-être corporel, les huiles essentielles sont un choix formidable. Parmi vous, qui pense que le texte A est le texte qui a été produit par une IA? Il y en a quelques-uns quand même. Et le texte B? Bon, j'ai le malheur de vous annoncer que vous avez tous faux, puisque les 2 ont été générés par une IA. J'ai un tout petit peu changé les instructions, et effectivement, les 2 sont générés par une IA. Donc là, on se rend compte, et ça confirme ce que nous a dit Alexis tout à l'heure, sur le fait que l'IA, on a tendance à lui faire confiance. Maintenant, on va passer à la production
d'images. Parmi vous ici, qui pense que cette IA, par exemple, a été générée par une IA? Une personne. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ah, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? L'ombre? Il y a de la lumière partout. Une autre idée? Pour nous repiéger. Comment? Pour nous repiéger. Ah, peut-être. Mais en fait, il y a des éléments assez flagrants, notamment le muret derrière, qui n'a pas du tout la même inclinaison. Donc là, on voit carrément que ça a été généré par IA. Mais ce qui se passe, c'est que si je ne vous avais pas posé la question et que vous seriez en train de scroller sur un site internet, sur le site du coup de Frédéric, je pense que vous ne seriez même pas rendu compte que c'était fait par une IA. Pareil, même schéma. Combien d'entre vous pensent que c'est généré par une IA, cette image? Une IA? T'es sûr? Il y a des doigts. Il y a 4 doigts. Frédéric, tu as la réponse? Ce qui est réel, c'est les mains de Chloé. Voilà. Les mains de Chloé, donc c'est une image réelle. Effectivement, la main, c'est... Désolé. Je suis désolé, mais du coup, bon, je peux vous l'expliquer. Les mains, c'est la partie du corps humain la plus complexe, déjà pour nous à comprendre, qui a pris des décennies, des centaines d'années même à comprendre le fonctionnement. Donc en fait, on peut comprendre que l'IA, elle n'est pas encore capable de faire ça. Par exemple, on peut avoir 3 doigts ou un pouce qui disparaît, etc. Donc on n'y est pas encore à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui devrait, je pense, j'espère, bientôt arriver. Donc là, on est sur une vraie image. Allez, une petite dernière pour la route. Donc pareil, qui pense que c'est une IA, qui pense que ce n'est pas une IA? IA? IA, ok, pourquoi? Le fond là derrière. Le fond derrière? Ça va de la 3D. Ok. La lumière elle vient de devant, des côtés. Par contre, Ouais. la pièce soit très éclairée. Mais... Ouais, mais effectivement. Tu peux me confirmer? Ouais, c'est ça. C'est l'IA. Mais même moi, j'ai encore des doutes. Donc non, mais vraiment, c'est bien une image par IA. Ensuite, une fois qu'on a produit ce contenu, parce qu'avant on génère des idées, on produit notre contenu, bah maintenant il faut analyser des résultats. Donc par confidentialité, donc ce sont des chiffres de substitution. Mais l'idée, on peut très bien imaginer qu'une fois qu'on a eu notre idée, par exemple de générer des newsletters, derrière de produire du contenu, du texte, de la photo, et ben, d'analyser ces résultats. Maintenant qu'on a fait tout le processus de création, bah, autant analyser le résultat. Donc là, on peut s'imaginer envoyer ce tableau à l'IA. On a par exemple des segments de marché, des nouveaux clients, des clients fidèles, des clients qui abandonnent leur panier. Et on va leur envoyer des newsletters personnalisés ou pas. Mais en tout cas, on va pouvoir avoir des résultats comme ça, des newsletters. Mais là, déjà, rien que de vous montrer ce tableau-là, j'en ai déjà mal à la tête. Donc c'est pour ça qu'on va lui donner tout simplement à l'IA et nous analyser ses résultats. Donc là, l'IA m'a retourné 4 gros paragraphes que je vous ai résumés. Ça passe par la segmentation qui nous a dit que les clients fidèles avaient généré beaucoup d'argent. Donc finalement, les clients fidèles, ils payent, donc c'est très bien. Qu'au niveau de l'efficacité des emails, les clients fidèles, pareil, toujours plus. Donc c'est quelque chose qui a fonctionné. Sur les nouveaux clients, ça n'a pas été très fameux. Si je vous avais demandé d'analyser ça vous-même sur le tableau précédent, je pense que vous seriez embarqué dans quelque chose. Mais là, il nous a dit que voilà, c'est les nouveaux clients où ça pêche un peu. Et également, les relances paniers, c'était juste OK. Voilà, il y avait des résultats, il y avait des revenus, mais bon, on pouvait mieux faire. Et du coup, ça se traduit sur la conversion en vente avec les clients fidèles qui payent beaucoup, encore une fois, et des relances à pousser, notamment pour les paniers. Et du coup, sur les revenus générés, la fidélité, ça a beaucoup payé. Elia nous a même donné une conclusion de ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Ça passe par 4 points là aussi. Le premier point, c'est la personnalisation plus poussée. Comme on a différents segments, il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Donc là, clairement, il y a des segments à personnaliser. Sur l'optimisation des campagnes pour les nouveaux clients, donc c'est ce fameux segment qu'il faut pousser, elle nous le remet bien là. La stratégie de récupération de paniers abandonnés, ça va avec les nouveaux clients. C'était les 2 segments qui avaient eu du mal à convertir. Et ensuite, l'IA nous recommande même de lui redonner des données par la suite pour qu'elle puisse continuer d'analyser et mieux comprendre et continuer à performer avec elle. Donc ça passe par les 3 points du coup, que je vous ai dit tout à l'heure. Trouver des idées, produire, analyser. Et en répétant ça, ça permet vraiment d'avoir un process plutôt efficace où on limite la création de contenu puisqu'on la délègue. Donc ça fait gagner énormément de temps. Ça, c'est sûr. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une citation sur l'IA et qu'est-ce qu'elle pouvait nous aider à
à analyser d'autres. Et en fait, elle nous explique qu'on peut même analyser la concurrence, que ce soit en envoyant des contenus newsletters, des pages de site internet, etc. Donc en fait, ça peut aussi permettre d'alimenter l'IA et de se positionner. Donc elle nous a dit tout simplement, l'IA éclaire la concurrence, rendant l'analyse accessible en un clin d'œil. Maintenant, sur la partie accélérée automatisée, maintenant qu'on a créé notre contenu, qu'on a trouvé nos idées, qu'on a pu analyser, qu'on a pu répéter la boucle, comment est-ce qu'on fait pour accélérer, automatiser tout ça? Parce que là, on est encore pas mal en interaction avec, on lui fait apprendre, voilà, on discute beaucoup avec l'IA pour qu'elle apprenne. Donc ça passe par ces deux schémas où aujourd'hui, comment on fonctionne sans IA. Donc tout simplement, ça passe par les process d'idéation que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va faire beaucoup d'allers-retours. Donc on va imaginer un plan, on va écrire des contenus, on va tester, on va challenger, finalement on va revenir au début. Donc on va avoir cette boucle un petit peu vicieuse. En fait, avec l'IA, toute cette boucle qui peut prendre des semaines, vu qu'on discute naturellement avec et qu'elle nous connaît, on va réduire ce temps-là. Ça peut passer de 3 à 4 semaines, 5 semaines parfois, à peut-être juste quelques jours, quelques heures. Donc, c'est ce que j'ai inclus. Le schéma qui est à gauche représente du coup la partie ici qui est en un seul endroit puisqu'on peut discuter avec elle et que c'est très naturel. Du coup, avec l'IA, on enlève toute cette friction et on arrive sur la partie d'avoir un plan qui est déjà très bien défini, qu'on n'aura pas forcément besoin de challenger, mais qu'on peut quand même challenger, donc en écrivant, en testant. Mais challenger avec une IA, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va 10 fois plus vite. Donc maintenant qu'on a accéléré, qu'on a trouvé un petit peu notre processus de comment fonctionnait avant et comment fonctionne maintenant, comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça? Eh bien, par exemple, là, c'est ChatGPT qui nous propose de créer des bots. ChatGPT, ça fonctionne avec un petit texte qu'on envoie, il nous répond, c'est vraiment un chat. En fait, on peut lui donner des instructions. Ces instructions vont rester sauvegardées. C'est-à-dire, on peut créer 3 à 4 bots en fonction, par exemple, pour la création de contenu, pour mes newsletters, etc. On va lui donner des instructions qui va réinterpréter à chaque fois, qui va conserver, qui fait que plutôt que quand je vais faire un post Instagram, par exemple, je vais lui demander de me mettre une première accroche, du texte, pourquoi pas des mots-clés, etc. En préenregistrant tout ça, on n'a pas besoin de lui demander de refaire le template à chaque fois. C'est préenregistré, on a juste besoin de lui donner la tendance ou même de lui demander quelles sont les tendances. Et à partir de là, il va nous générer notre post. Donc on élimine énormément de friction. Et ça, c'est la partie automatisée, donc ça peut se faire pour tout un tas de choses, les newsletters, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment performant. Maintenant, du coup, Frédéric, je vais t'inviter à me rejoindre une deuxième fois. Pour que tu puisses nous donner un petit peu ton feedback, parce que là, j'ai présenté un petit peu le site au début qu'on a fait pour toi. On l'a fait à une période où il n'y avait pas forcément l'IA. Nous, dans nos process, on l'a dit, là, tout à l'heure, Alexis nous l'a dit, ça fait quelques temps que ça existe, mais nous, on l'a fait un moment avant. Mais par contre, depuis, toi, tu l'as pris en main. Ouais. Comment tu l'as vécu le changement, toi, au quotidien? En fait, moi, j'ai été obligé de passer à l'IA parce que il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était que le mot digital. Clairement, SEO, SIA, je ne savais pas ce que c'était. Je n'étais pas de ce monde-là et j'avais une responsable digitale qui était dans la société, qui était en charge de travailler avec Serum & Co sur la digitalisation de la société. Et cette personne-là est partie en congé maternité très vite, donc c'était super pour elle, mais moi je me suis retrouvé tout seul. Et je n'avais pas la possibilité de la remplacer, et je me suis dit, ok, je vais devoir apprendre ça tout seul. Donc Lydia, qui est mon interlocutrice, était super, mais malgré tout j'avais besoin de plus, et donc je me suis fait aider de l'IA. Et comme j'y connaissais rien, j'y suis allé vraiment, j'ai posé toutes les questions du monde. Je faisais des screenshots, je prenais toutes les données, je le copiais, j'ai dit ça veut dire quoi un taux de rebond, ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça. Enfin, je comprenais rien. En fait, je me suis formé avec ChatGPT et pas que ChatGPT. Je me suis formé et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, il me fallait des tonnes de visuels. Parce que les réseaux sociaux, on en avait besoin. Instagram voulait des visuels, Facebook voulait des visuels. Enfin, moi, il me fallait des visuels partout. Je dis comment je fais des visuels aussi vite? Je ne peux pas prendre des photos. Ok, comment je fais pour faire des visuels le plus vite possible? Et donc, en fait, l'IA, c'est devenu pour moi mon quotidien. Enfin, quand j'ouvre mon Google Chrome, j'ai déjà ChatGPT qui est ouvert. Ça commence par ça, déjà. Et je personnalise des bots comme ce qui vient d'être expliqué. J'ai plein de bots en fonction de mes différents sujets, comme des canaux de discussion pour moi. Et en fait, c'est devenu mon quotidien. Je lui pose des questions parce que je me considère comme inculte dans tous ces sujets-là. Et je n'hésite pas à lui poser des questions. Alors bien sûr, comme on a dit, c'est des probabilités, donc parfois il me raconte des bêtises. Mais malgré tout, j'ai énormément appris en 1 an. Vraiment, j'ai énormément appris. Et aujourd'hui, voilà, je fais plein de choses que je ne savais absolument pas faire il y a encore 1 an. Voilà. Tu l'utilises notamment sur des newsletters, des choses comme ça?
Alors, il m'aide à écrire mes newsletters, il m'aide à faire des visuels. Nous, j'ai des clients, j'ai des fédés. La fédé de cyclistes me dit bah, je veux ton produit avec un vélo. Ou alors là, le ski qui me dit je vais pas aller à la montagne. Là, tout de suite, j'aimerais bien, mais prendre la photo. Donc, en fait, je crée des contenus comme ça. J'ai des vidéos, des photos, j'en ai 10 par jour qui sortent, des vidéos aussi. Ça m'aide dans le contenu. On a eu un gros problème réglementaire. On avait des statuts, on avait des produits qui étaient enregistrés en statut médical, en dispositif médical de classe 1. Pour des raisons complexes, j'ai dû les passer en cosmétique et donc j'ai plus le droit de dire la même chose sur ces produits-là. Et je devais revoir 300 articles de blog pour vérifier si ces articles de blog correspondaient à ce statut réglementaire. Relire tous ces articles-là, c'était complexe et même moi, je n'ai pas la compétence pour vérifier si ce mot-là, il peut être utilisé ou pas. ChatGPT me l'a fait. Il m'a dit là, tu n'as pas le droit, là, tu n'as pas le droit, là, tu n'as pas le droit, ça, tu peux, ça, tu peux. Ça, je te suggère de le renommer comme ça, je te suggère. Donc, il a dit des bêtises. On l'a entraîné. Je me suis fait aider d'un avocat pour vérifier certaines choses. Et aujourd'hui, mes articles de blog, ils sont revus d'un point de vue réglementaire. J'ai même plus besoin de passer par l'avocat, en fait. Parce que ça y est, j'ai créé mon modèle, il sait exactement ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Donc ça m'a aidé d'un point de vue réglementaire, ça m'aide pour la data. Enfin, vraiment, pour l'instant, ouais, c'est un outil du quotidien, en fait. Voilà. Et comment tu l'imagines pour la suite alors ? Alors là où je le trouve plutôt fort aussi, au-delà de ces analyses-là, c'est qu'il m'aide à découvrir des indices de corrélation. En fait, moi, je viens du monde de la finance, donc j'aime bien les statistiques. Et en fait, il m'aide à me dire, est-ce que tu vois qu'il y a une corrélation entre, bêtise, mais le temps qu'il fait et tes ventes ? Ok, et en fait, cette corrélation-là, je la connaissais. Mais il y en a certaines que je n'identifiais pas, en fait. Est-ce que la corrélation entre l'heure à laquelle j'ai envoyé l'email et le taux d'ouverture ? Ou la corrélation entre ça et ça ? Et en fait, ce que j'aimerais demain, c'est que l'IA me permette encore mieux d'identifier ces indices de corrélation parce qu'en fait, c'est tellement complexe et les datas, il y en a tellement qui arrivent de partout, entre les emails, les campagnes de Google, de Meta, de je ne sais pas quoi, elles arrivent tout à un endroit. Et parfois, je sais qu'il y a des corrélations entre ces événements-là que je n'arrive pas encore à identifier. Et j'aimerais qu'ils soient proactifs là-dessus et qu'ils me disent, t'as vu ce qui se passe là, t'as vu, il y a un segment là, t'as vu tes clients qui sont à Saint-Étienne aujourd'hui parce qu'il y a tel truc, ils achètent plus. Et donc, si tu avais envoyé ça, et en fait, d'être proactif là-dessus, voilà, j'aimerais que demain, ça aille jusque-là. J'en demande encore beaucoup, hein, mais j'aimerais que ça aille jusque-là, en fait. Et tu m'as Voilà. dit que tu l'utilises aussi pour tes comptes rendus. Ouais, alors en fait, on est une petite équipe, donc maintenant, on n'a pas de prendre des notes, c'est compliqué. Moi, ChatGPT, clairement, j'ai pris le ChatGPT 4 pour tous mes salariés, donc c'est pour tout le monde. Tout le monde est ravi de ChatGPT. On ne se sert pas que de cette IA d'ailleurs. Tous nos comptes rendus sont enregistrés via Teams. C'est ChatGPT qui fait le compte rendu de toutes les réunions. Donc en fait, on n'a plus besoin de prendre des notes durant la réunion. On se concentre sur la réunion en elle-même. On a des comptes rendus qui arrivent dans Teams immédiatement faits par ChatGPT. Donc on a des notes, les pour actions, enfin tout est fait. Je travaille sur les nouveaux logos parce qu'en fait, l'image que vous venez de voir là par rapport à notre nouvelle cible, ce n'est pas tout à fait celle qu'il faut. Donc je fais beaucoup d'interviews de consommateurs. Toutes les interviews sont enregistrées, tous les comptes rendus sont faits par ChatGPT. Donc voilà, je l'utilise au quotidien et mes salariés, il faut le savoir, en fait, mes salariés sont super contents et je les vois progresser grâce à ChatGPT. J'ai un directeur des achats qui est meilleur dans ses achats, j'ai une responsable grand compte qui est meilleure dans ses négos et ils sont tous hyper contents d'utiliser une IA parce que ça les aide et ils se forment en fait au quotidien, véritablement. Donc ça limite un peu la paperasse, la création de contenu, etc. Et tu C'est peux ça. mieux te concentrer du coup sur ton entreprise et ton business. Ouais, on se trouve meilleur en fait. Clairement, on se trouve tous meilleurs grâce à ça. Parfois, j'ai des personnes qui me disent mais t'as pas peur de plein de choses. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas peur. On voit les bénéfices au quotidien et tout le monde dans ma société est plutôt content de ça. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup pour ton Avec feedback. plaisir. Et puis maintenant, je vais passer la main du coup à Alexis qui va donner quelques tips sur Alors, ChatGPT. rassurez-vous, c'est la fin, on va bientôt pouvoir boire et manger. Merci à tous. On avait envie que vous repartiez avec quelque chose. Bon, je pense que déjà on est reparti avec pas mal de choses. Mais vous repartiez avec quelque chose. Donc je reviens sur notre... alors là, on était très focus ChatGPT parce que tout le monde en parle. Il faut savoir qu'il y a des millions d'AI. Enfin, des millions, allez, des milliers d'AI, d'accord ? Sur de l'image, sur de machin, voilà. Je reste concentré pour l'instant là-dessus parce que c'est le principal, c'est celui qu'on connaît. C'est le premier qui s'est fait connaître d'ailleurs. Voilà. ChatGPT, donc vous lui posez des questions ici. Sur la version payante, donc ChatGPT 4, vous avez une petite robote pour uploader des fichiers. Donc utilisez-le. D'accord ? Donc un exemple que vous pouvez faire en rentrant, vous prenez vos CGV de sites internet, hein, qui sont sans doute écrits par les avocats, vous le repassez dedans et vous allez voir comment c'est bien challengé, avec vraiment des trucs, des vraies réponses. Donc vous donnez une situation en tant que, je sais pas moi, directeur de machin ou vendeur de tel truc et tout ça, est-ce que tu pourrais me relire voilà, et vous uploadez
un fichier Word, copier-coller du texte directement dedans si vous pouvez uploader le fichier et vous le challengez. Sauf que la version gratuite, d'accord, est une version 3.5. Donc, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a un moyen de contourner ça et donc d'obtenir ChatGPT 4 gratuit. ChatGPT appartient à OpenAI. OpenAI, son actionnaire, c'est Microsoft. Et Microsoft est en train de sortir une application qui s'appelle Copilot. D'accord ? Cette application, alors je ne sais pas si vous utilisez les mails Microsoft, Word, Excel, je ne sais pas qui est sur Microsoft ou sur Gmail sur les mails Microsoft, voilà. Vous allez avoir Copilot qui va arriver et pour 30 € par mois, sauf que là je vais vous parler de trucs non payants, mais pour 30 € par mois dans votre entreprise, il va faire ce qu'a dit Fred par exemple, de résumer les conversations Teams, vous faire des suggestions de texte dans Word, vous dites ok, là ma journée, j'ai 200 mails, j'ai qu'1 heure, est-ce que tu peux me sortir l'essentiel? Enfin, je ne sais pas si vous voyez la révolution que ça va vous faire. C'est l'assistant personnel pour 30 €. Et actuellement, sur Google et sur App Store, Microsoft le propose gratuitement, donc ce n'est pas le service entreprise dont je viens de vous parler, mais il le propose gratuitement, donc vous pouvez le télécharger et vous avez accès à la version 4 où vous allez pouvoir uploader des documents et ainsi de suite, et donc du coup tester des révisions d'articles, des révisions de conditions générales de vente, des révisions de... Voilà. Donc vous allez pouvoir rentrer avec ça et vous faire plaisir avec ça et bien le tester comme il faut, avec les exemples qu'on a pu donner, crée-moi une image et ainsi de suite. Et donc le 4 a un avantage, c'est que le 3 s'arrête à des données de 2021, le 4 va aussi en plus faire des recherches sur le web entre 2021 et maintenant. Voilà. Donc Microsoft Copilot sur iOS, sur Android, ce n'est pas un débat. Et voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent challenger des choses? Est-ce qu'il y a des... Waouh, ça y est, c'est parti. Alors, on va faire... Il faut passer le micro? Ouais. Alors, on n'est pas des sachants. Hein. L'idée, c'est même s'il y a d'autres réponses, ou peut-être Fred qui a l'air d'être un as là-dessus. Bonjour, alors moi du coup j'ai une question par rapport au métier de création. Est-ce que vous considérez que l'IA à terme ça va remplacer les métiers de création ou pas? Alors moi je suis hyper radical, donc, oui, donc comme ça on va être à plusieurs à répondre. Moi mon avis c'est qu'il y a tout un tas de métiers qui vont être transformés. D'accord Je vais prendre des choses simples. La comptabilité. Ouais, il faudra le passer, mais la comptabilité. Aujourd'hui, recevoir une facture, la pointer et l'attribuer à un code comptable, ça c'est bien, mais c'est lunaire. Donc l'expert comptable, top. Monter des stratégies, des machins, réfléchir, top. Enfin, faire de la saisie, tout ça, on balaye. La partie avocat, très important, de venir pitcher, de venir rassurer le client. Maintenant, vous avez un problème que vous savez correctement rédiger, parce qu'après, il faut faire un prompt, il faut bien dire en tant que machin, correctement rédiger à une AI, il va regarder sur toute la connaissance qu'il a sur le web. Donc, il n'y a personne au monde qui peut avoir cette connaissance pour vous faire une réponse. Après, il faut un peu l'interroger, En revanche, des métiers comme l'avocat, on est quand même extrêmement rassuré, on se dit c'est touchy, on se loupe sur un petit truc, donc c'est des métiers qui vont encore garder, voilà, mais en tout cas en amont de votre avocat, vous allez pouvoir venir averti. C'est-à-dire vous allez pouvoir venir chez un avocat comme on fait maintenant avec des vraies questions en disant mais j'ai vu ça, je sais qu'il y a telle procédure, je sais, voilà. Et puis quand vous recevez une lettre du huissier ou je ne sais pas quoi de ça, vous pouvez aussi la télécharger et il va déjà vous conseiller comment répondre. Voilà. Donc, pour moi, ça ne va pas faire disparaître des métiers. Enfin, il y en a qui se trompent peut-être, mais en gros, ça va tout transformer, tout. Même générer des images. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les images qu'on a. Donc, non, mais c'est une très bonne question. En revanche, il y a toujours des gens, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que, un, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps. Ils ont les moyens, leur truc tourne bien. Il y a des choses qu'on fait tous les jours. Hein, quand on, je ne sais pas, si on prend par exemple un cuisinier pour une soirée, ou si on prend un je ne sais pas quoi pour faire, ou une nounou pour faire les enfants, c'est juste parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on aura toujours besoin des gens. Par contre, ces gens-là, eux, utiliseront aussi, à mon avis, l'IA. Je ne sais pas si tu veux compléter ça, mais... Moi, je vais être encore plus radical, et moi, je pense moi, par exemple, je vais prendre ma sœur, elle est comptable. Bah, avant, son métier, c'était quoi? C'était un client lui envoie une facture, elle la rentre dans un livre de compte. Maintenant, Conto, 20 € par mois, ils font ce qu'on appelle de l'OCR, c'est-à-dire qu'ils vont lire la facture et ils vont faire la ligne comptable toute seule. Bah, ma sœur, elle a quel métier demain? On n'a plus. Alors non, ce sera transformé pour moi, mais c'est des révolutions qui vont...
En fait, le truc, Non, c'est... mais il a raison, hein, ça va être des évolutions de business. Si on regarde bien, par exemple, un médecin généraliste, moi, je ne sais pas si vous avez déjà, surtout à Paris, des médecins généralistes, vous allez le voir. En vrai, ils sont pas du tout... tu vas lui voir pour une gastro, tu le fais chier. Si je suis vulgaire, tu l'embêtes. Alors qu'en fait, ChatGPT, il va toujours être à ton écoute, il va toujours comprendre ce que tu veux et il va toujours aller plus loin. Si on va sur de la création de contenu, donc je ne sais pas ce que tu entendais par là, mais on regarde qu'est-ce qui existe actuellement, c'est des youtubeurs. Les youtubeurs, ils font des vidéos sur YouTube, donc ils sont obligés de se filmer. Ils ont une équipe derrière qu'on ne voit pas, mais en général, un gros youtubeur, il a 30 à 40 personnes, il a une équipe derrière lui qui lui fait ses scripts, et lui, il doit faire la partie qui commence à l'embêter, c'est-à-dire tourner la vidéo. Maintenant, tu as des outils comme iGen, en fait, où pendant 20 minutes, tu vas te filmer en faisant différentes positions, et ils sont capables de faire un double virtuel de toi qui peut enregistrer une vidéo, et toi, tu lui envoies ce qu'on appelle du text-to-vidéo. Donc, en fait, tu lui envoies ton scénario, je ne sais pas comment dire, mais tu lui envoies en gros ton script. Voilà, pardon, tu lui envoies ton script, et en fait, lui, il va tourner à ta place. Maintenant, tu as des outils comme Eleven Labs, où en fait, tu lui envoies ton script, il va faire il va générer des voix, et il va générer des voix qui commencent à être, on va dire, on ne peut pas faire la différence entre un humain et une... ça commence de plus en plus. Et maintenant, tu peux aller plus loin, c'est carrément, tu peux envoyer à Eleven Labs une vidéo, et pendant un mois, ils vont l'entraîner, et au bout d'un mois, ils vont te faire une voix qui te ressemble trait pour trait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est pour moi, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et surtout, il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée qui commence à disparaître. Et donc, du coup, maintenant, demain, il va falloir faire 3, 4, 5 fois plus d'efforts pour pouvoir être au même niveau qu'avant. En fait, les métiers qui vont disparaître, c'est principalement les métiers d'exécution. Tout ce qui est prod. Oui, tout ce qui est prod. Je parle, parce que du coup, je suis graphic designer, j'ai une formation de directeur artistique. Ouais. Donc, en tant que graphiste, je pense que ce genre de métier tend peut-être à disparaître vu que c'est uniquement de l'EXE. En fait, en tant que graphiste, par exemple, ce que tu pourras faire, c'est que demain, au lieu de facturer 1 000 € pour un logo, comme tu vas y passer 3 fois moins de temps, tu vas plus facturer 1 000 €, mais tu vas facturer 300 €. Mais sauf qu'au lieu d'y passer une semaine, tu vas y passer un jour. Et donc, du coup, si tu es bonne en IA en ce moment, tu vas pouvoir, en gros, si tu peux faire un client à 300 €, sur une semaine, tu gagnais 1 000 €, là, tu peux gagner 1000 x 5, 1 500 €. Après, bien sûr, moi je pense que ton métier il ne pourra pas disparaître dans le sens où il y aura toujours besoin d'un spécialiste pour envoyer le bon prompt à l'IA. Par contre, il peut tendre à disparaître le jour où n'importe qui pourra faire un prompt et que l'IA comprendra ce qu'elle a voulu dire, comme le moteur de recherche de Google fait. Le moteur de Google, tu vas par exemple lui envoyer des définitions de jazz, il sait que tu veux pas, il va savoir que tu veux parler de la musique ou de la télé-réalité. Donc il va être capable de surinterpréter ta demande. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça va devenir compliqué. Ouais. Et moi, si je peux me permettre, je le vois plus comme un outil complémentaire, un peu comme une calculatrice qui va vous accompagner pour un mathématicien. C'est un outil assistant, quoi. Moi, je le vois beaucoup comme un assistant. Ouais. Oui, pour l'instant, c'est de l'augmentation. Dans 10 ans, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors attends, hop, je te passe ça. Bonjour Delphine. En fait, on a parlé de comment créer du contenu avec l'IA, mais on n'a pas parlé de comment les moteurs de recherche utilisent l'IA pour donner des résultats. Je crois qu'il y a Google qui est en train de travailler sur ça. Est-ce que vous avez une idée un peu des critères pour faire remonter du contenu et comment on fait pour se positionner là-dedans? Alors ça, c'est une question directe pour toi, là. Hop. Très bonne question, qu'on nous avait déjà posée par mail et qu'on a eu un peu de temps de travailler. C'est pas fait exprès. Hein. Ça tombe bien, on a les slides. Il n'y a pas de connivence. Hein. En fait, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en gros, ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle Google SGE. Google SGE, en gros, c'est quoi? C'est au-dessus des résultats de recherche SEO normal. Il va y avoir l'IA de Google qui va générer une réponse et qui, en gros, va donner une réponse en fonction de ce que vous cherchez.
Donc, en fait, nous, on a fait des tests avec Google SGE qui existent aux États-Unis. On a relevé plusieurs choses. Déjà, on peut voir que SGE, en fait, si on regarde bien, c'est juste un rebranding de ce qu'on appelait, nous, le feature snippet. En fait, quand, par exemple, vous tapiez définition de jazz, qui est une requête très facile à comprendre, bah, Google était capable de vous donner directement la réponse et Google était devenu ce qu'on appelle plus un moteur où on va poser des questions, un moteur de recherche, mais un moteur de réponse où il va vous fournir directement la réponse. Par exemple, moi, je n'ai pas le temps de regarder des matchs de foot, mais j'aime bien le foot. Bah, ça m'arrive très souvent de taper par exemple Arsenal-Chelsea pour voir le résultat. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Arsenal-Chelsea, la requête va changer au moment du match et Google va afficher en direct le résultat. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelait donc, nous avant en SEO les feature snippets. En fait, on voit que les feature snippets, finalement, sont repris comme si c'était une réponse d'une IA. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Google aussi sur SGE, il va s'amuser à plagier les gens. Puisque si on regarde le contenu ici, qui est un contenu dans un site, bah, finalement, SGE a juste repris mot pour mot la réponse et s'est amusé à le copier-coller. Donc Google n'aime pas le plagiat, mais quand ça l'arrange, je l'aime bien. Et du coup, aussi, on peut voir que de plus en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions de pizzeria. Donc en fait, typiquement, quand on pose une question de quelle est la meilleure pizzeria à Paris, en fait, ce qui va se passer, c'est que, je ne sais pas si on le voit là, mais que l'IA, elle va effectuer une recherche rapide et finalement, elle va aller regarder sur Google. Là, comme c'est ChatGPT, elle va forcément aller regarder sur Bing. Elle va aller regarder les meilleurs résultats sur Bing et du coup, elle va dire que c'est Pepe Pizzeria parce que, en fait, le premier article dit que Pepe Pizzeria, c'est une pizzeria incroyable. Apparemment, ça confirme. Et du coup, comment vous pouvez améliorer votre visibilité Comment on peut améliorer sa visibilité? En fait, c'est notamment en rendant vos contenus plus compréhensibles. En fait, dans vos sites internet, il existe des micro-data que vous pouvez intégrer pour que Google comprenne mieux les sites. Et donc, du coup, si on part du principe qu'il va y exister des millions d'IA, il va falloir que vous rendiez forcément plus accessible votre site internet et plus compréhensible votre site internet. Parce qu'une IA comme ChatGPT, elle n'aura pas la puissance de calcul pour s'amuser à comprendre votre site. Donc, du coup, de plus en plus, il faudra le rendre facilement compréhensible. Et notamment, il va falloir vous amuser à développer ce qu'on appelle l'EAT, donc l'expertise en mettant, par exemple, en avant quelqu'un. Par exemple, là, on a pris du coup un blog de SEO, avec une SEO qui parle. Et du coup, on voit qu'il y a un extrait sur sa carrière, sa bio. Et en fait, on va voir que si on s'amuse à tricher un peu sur sa bio, en fait, les IA elles vont donner une mauvaise réponse. Par exemple, Lily Ray, donc une SEO assez connue, elle habite à Buenos Aires. Sauf que dans le texte, elle a dit qu'elle habitait à New York. On va voir que du coup, l'IA elle a repris New York, alors qu'en fait, elle habite à Buenos Aires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci, Alain. Oui, j'avais une petite question. J'ai trouvé le cas sur Devernois assez intéressant. Je travaille dans la mode, donc ça m'intéressait. Vous avez parlé au niveau des outils qu'effectivement, pour que l'intelligence artificielle sorte des résultats qui sont complets, qui correspondent à l'image de la marque et tout ça, il fallait effectivement qu'il fallait donner de la data à l'intelligence artificielle. Vous avez parlé d'un outil interne, mais typiquement pour moi, chef d'entreprise, est-ce que j'ai accès aujourd'hui à des outils d'intelligence artificielle qui me permettent en fait de feeder en fait mon intelligence artificielle avec mon image de marque, des images, du branding, tous ces éléments-là, pour qu'après l'intelligence artificielle me sorte du contenu qui corresponde à ma marque et du contenu qui est intelligent. Parce que moi, mon problème aujourd'hui, quand j'utilise ChatGPT, je trouve que le contenu qui m'est sorti, il n'est pas très intelligent. Du coup, la réponse, elle est simple, c'est qu'actuellement, non, il n'existe pas d'IA qui sont capables. En fait, le mieux, c'est de passer par des agences comme l'agence web et AWI pour qu'elles vous proposent... pour qu'elles puissent vous proposer une IA qui soit entraînée, notamment en faisant ce qu'on a vu tout à l'heure, comme tu as fait, c'est-à-dire avec des chats ou des robots qui sont entraînés sur des données qui sont spécifiques à votre code. Pour un budget seulement de 5 000 €. Tu as Corentin qui a présenté un truc qui était, tu peux faire comment tu appelles ça,
des bots. Donc, il y a des choses que tu peux utiliser. C'est sûr que passer par des spécialistes, ils vont te contrecarrer le truc du mer à béton, surtout qu'eux, ils ont un outil interne. Mais tu as des astuces pour... en fait, quand vous utilisez ChatGPT ou quand vous utilisez une IA, il faut la configurer, la paramétrer. C'est-à-dire, si vous lui dites que vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous êtes directrice artistique, créa, comptable et tout ça, il ne fera pas les mêmes réponses. Donc, pareil, si vous lui dites sors-moi un texte en tant que imam ou prêtre ou je sais pas quoi, bah, il va vous sortir des trucs très spirituels. Donc, en fait, pour compléter, c'est en fait lui donner de la data, c'est bien, mais après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Parce que si vous lui donnez de la data de votre entreprise, mais que vous lui demandez de parler comme une secrétaire et qu'elle doit faire un article de blog, ça va pas matcher, je pense. Donc voilà, donc il y a une configuration donnée, et puis après, en fait, tu uploads, il faut que vous balanciez vous pourrez essayer avec Copilot, vous balancez un maximum d'infos, et en fait, par chat, vous faites une configuration. Donc quand tu feras un nouveau chat, tu recréeras une nouvelle configuration, et là, tu pourras la reprogrammer sur autre chose. Et donc, et c'est ce que disait, c'est ce que tu fais toi, Fred, tu as créé comme ça plusieurs prompts ou plusieurs configs, qui fait qu'en fait, il ne va pas avoir les mêmes résultats. Et c'est ce que vous faites aussi, mais je pense à un autre niveau, mais qui font que parce que vous instaurez l'histoire de la marque. Et puis après, il y a des méthodes. En fait, rédacteur de prompt, c'est ce que tu disais tout à l'heure, maintenant, c'est devenu un métier. Correctement rédiger le prompt, c'est une puissance. Et c'est toute la valeur d'un outil comme AWS, c'est qu'ils ont un truc préconfiguré de prompt assez puissant. Voilà. Mais tu peux challenger. Et il faut, parce que le basique, c'est vraiment, j'ai posé une question, est-ce que tu es intelligent? Je vais vraiment avoir la réponse basique. Maintenant, si vous êtes beaucoup plus posé, il faut le challenger. En fait, on n'imagine pas tout ce qu'il peut délivrer. Je vais prendre un autre exemple. ChatGPT 3.5, ChatGPT 4. Je pourrais même vous faire la démo en live. Vous lui demandez quelle est la différence entre le 3.5 et le 4. Est-ce que tu peux me le rédiger dans un tableau comparatif? Il va vous générer un tableau comparatif. Vous dites, est-ce que vous pouvez me le télécharger? Il vous génère un Excel à télécharger. En fait, il faut avoir l'imagination de jusqu'où on peut le pousser. Parce que Par contre, vous recherchez sur le web, vous tombez sur des articles et tout ça, il faut lire les trucs, il faut avoir du temps. Là, vous avez un résumé simple. Et après, vous embrayez et vous allez voir. Donc, c'est un métier. Hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez, vas-y. Alors là, moi, c'est plus au niveau des bots. Vous faites des choses complexes avec les bots ou c'est vraiment plus de la question, on va lui donner 2-3 informations et on va lui demander de nous faire une réponse à partir du coup de ces 2-3 informations et pas aller dans des choses plus complexes dans ce que vous avez pu aujourd'hui essayer. Et après, je donnerai un exemple sur AXA, un truc qu'on a fait sur AXA. Disons qu'il y a plusieurs manières de voir la chose. Si on discute d'humain à humain qu'on ne se connaît pas, on va prendre 2-3 informations, mais on ne va pas forcément être pertinent quand on va la répéter à quelqu'un d'autre. Mais quand on apprend à connaître, quand on donne beaucoup d'informations sur nous, qui on est, etc., eh ben, le bot va être très performant. Donc en fait, oui, on peut faire des choses très complexes. Maintenant, ça demande une certaine expertise aussi pour avoir que l'IA ait cette connaissance de nous, etc. Donc oui, on peut faire des choses complexes, notamment sur la création d'images, où en lui précisant un maximum de choses, on va se rapprocher de plus en plus à ce qu'on veut. Nous, on l'utilise sur la création de sites internet de plus en plus, quand on n'a pas de visuel, mais ça peut arriver des fois. Et ben en fait, on va générer des prompts, etc. Et on va lui apprendre un petit peu qui on est, ce qu'on fait, etc. Et on va réussir à la pousser quasiment pour avoir ce qu'on veut, mais il y a encore des faiblesses. Et nous, on va compenser du coup par nos métiers créatifs, à faire du Photoshop, etc. par-dessus. Mais déjà, c'est quelque chose d'assez fou d'arriver à des images qu'ensuite, on doit les retoucher. Donc on en parlait tout à l'heure sur la partie des métiers qui peuvent peut-être disparaître ou pas. Mais globalement, c'est un level up. C'est-à-dire que moi, étant créatif, j'adore dessiner. Je suis quelqu'un qui dessine très bien. Mais par contre, le reproduire sur informatique, c'est assez compliqué. Et ben, le fait d'avoir ça, ça me permet de poser sur écran déjà ce que j'ai en tête. Et ensuite, je peux performer avec les outils classiques. Donc on peut faire des choses complexes. Ouais. Ouais, et sur les chatbots, en fait, ta question, c'est comment tu le personnalises, comment il prend du ton, c'est ça? Comment il parle en tant que la marque ou c'est... Oui, c'est ça. Oui, dans ce sens-là, mais c'est surtout sur le fait qu'au bout d'un certain temps, il part un peu en vrille et du coup, il oublie des informations ou il oublie de la data qu'on lui a donnée auparavant. Et c'est vraiment dans ce sens-là, en fait, sur les chatbots, notamment ceux de GPT, du coup, notamment. Ah, ok. Ok, moi je pensais... D'accord.
Ok, d'accord. Ok. Alors effectivement, il y a eu un truc comme quoi ChatGPT a été feignant dans les réponses. Là où il devait pondre je ne sais pas combien de textes. Ça, il y a une correction qui vient de passer. Donc normalement, il doit être moins feignant. C'est sûr que de toute façon, il va y avoir des choses. Hein. Il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir... En fait, il y a un enjeu qui est très simple aujourd'hui, c'est qu'on a des modèles qui sont très très lourds, qui pèsent énormément de gigas en données, pour ne pas dire des terras. Et en fait, il y a une notion aujourd'hui, on veut les rétrécir, peut-être pourquoi pas les avoir dans nos téléphones demain. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ces histoires de fainéantise un petit peu de l'IA, c'est qu'on l'a tellement réduit qu'en fait, elle est toujours aussi performante, mais quand on la pousse trop loin, effectivement, voilà. Donc ça, c'est les enjeux aujourd'hui des concepteurs, des créateurs d'IA, c'est de les rétrécir pour que tout le monde les ait, mais qu'elles restent pertinentes. Donc ça peut arriver, mais ils sont dessus, je pense. Là. Et pour former une IA, je repose ce truc parce que nous, c'est ce qu'on avait fait par exemple sur AXA, on leur a fait un chat pour répondre sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était qu'on supprime les humains, mais qu'on n'a pas fait tout de suite, déjà parce qu'il y avait une certaine crainte. Alors, IA, c'est un peu prétentieux, c'est du machine learning à ce stade. Mais l'idée, c'était que les opérateurs répondent. Voilà. Et ensuite, on est venu ressuggérer leurs réponses. Et après, plus on validait en disant, voilà, celle-là, elle est validée, passer 5 fois, l'IA va reprendre la main, parce qu'on est sur machine learning, mais va reprendre la main. Et là, on a formé le tone de voice. Et notamment, quand on fait de la marque, de l'identité de marque, là je pense à Alix et ceux qui font de la marque, donner un ton, former l'IA en lui donnant des accroches, en lui donnant des messages, en lui disant ce qu'est la marque, hein, c'est ce que tu disais, ça la forme aussi. Tu vois, en lui donnant des phrases, les facs, j'imagine, tu vois, j'imagine ton site ou des facs ou des articles que tu trouves bien rédigés ou des trucs, c'est lui balancer du contenu en disant voilà, avec ça, est-ce que tu pourrais, tu vois, tu lui charges ça et tu dis est-ce que tu pourrais m'écrire un article sur un autre sujet, peu importe. Mais c'est comme ça que tu peux déjà le former, disons, à la version Mano, quoi, avant de passer chez AWI. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, je t'envoie ça. Hop là. Vas-y, très rapide dans le micro alors. Est-ce que l'IA est manipulable? Ou est-ce que nous, on peut la manipuler? Oui. Tu as la réponse? Je pense qu'il a la réponse. Du coup, merci, tu as dû poser la question par mail déjà. C'était pas fait exprès. Donc en fait, nous, on s'est amusé à faire un petit test à l'agence web. Nous, on a posé une question qui était très simple à une IA qui était, par exemple, sur Skype. Donc IA Skype, c'est comme c'est Microsoft, ça utilise forcément ChatGPT. Nous, on a voulu faire par Skype pour se mettre dans la peau d'un vrai internaute. Donc par exemple, vous voyez, on va poser une question qui est très simple. Quelles sont les meilleures plateformes de netlinking? Donc une plateforme de netlinking, c'est notamment utilisé pour le SEO, pour notamment faire des articles invités, etc. Donc on regarde les premières réponses, on voit Getfluence, MyBacklink, Paperclub, Linksgarden, etc. Donc on voit ces réponses-là. Ensuite, on va s'amuser à demander une deuxième fois la question. On voit qu'il y a des réponses qui sont un peu différentes, mais on voit qu'il manque une plateforme qui s'appelle Bulldoze avec qui on travaille. Donc on est d'accord qu'on ne la voit pas pour l'instant. Donc du coup, en fait, ce qu'on a regardé, c'est sur quoi se base l'IA, et on voit qu'en fait, elle se base sur des articles de comparateurs qui sont notamment lepetitdigital.fr, degubar.com et digitiz.fr. Donc globalement, on voit ces résultats-là. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on fait un point on attribue des points, très simplement. Hein. Le premier, il a 10 points. Et on attribue un système de notation pour avoir la moyenne, pour savoir combien une plateforme se positionne. Donc là, par exemple, Next Level, il se positionne 9,3. Donc vu qu'on accorde 10 points à chaque fois, ils sont pratiquement tout le temps premiers. Getfluence, pareil, ils sont souvent premiers, et comme ça, on va aller un peu plus loin. Donc en fait, c'est juste une méthode statistique pour essayer d'avoir la réponse. En gros, on va regarder les 3 premiers, on va leur donner un classement, donc on va leur donner un nombre de points pour avoir le nombre de points total, et du coup, ça va nous faire un classement. Et du coup, ce qu'on regarde, c'est que ce classement entre notre test, pour savoir que les 3 qui... en gros, pour savoir celui qui a récolté le plus de votes positifs et la réponse de l'IA, ils sont plutôt concordants, puisque l'IA de Bing et Skype, on se trompe sur 2. On se trouve que sur Backlink et eReferrer, où en fait, on ne leur a pas donné le bon classement. Donc du coup, on va se dire qu'on a trouvé une méthode pour manipuler l'IA. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter un site et on va lui demander de mettre la plateforme Bulldoze avec qui on travaille.
On va lui demander de mettre la plateforme Bulldoze pour voir ce changement. Du coup, on attend à peu près 3 semaines. Et du coup, Bulldoze, qui n'était jamais cité avant, elle est citée en premier. Voilà. Donc, la réponse assez facile. Oui, on peut manipuler les IA. Et donc, du coup, de plus en plus de votre contenu, il va falloir faire la promotion, puisque plus vous ferez la promotion, plus vous serez mis en avant sur des systèmes algorithmiques. Et donc, l'IA, elle va considérer avec des sites comparatifs que votre site plaît. Donc, du coup, il va tracer une norme statistique et il va retenir les 4-5 qui répondent à cette norme statistique, donc qui sont le plus plu. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Du coup, merci beaucoup. Ce qu'on fait, c'est qu'on renverra nous des informations après ça pour que vous puissiez revoir les liens, les choses comme ça. De toute façon, ça a été filmé, donc vous pouvez même revoir le sujet. Vous avez Microsoft Copilot pour aller challenger. Et nous, on reste disponible si vous avez des questions plus en off, si vous voulez qu'on fasse même des tests à l'écran, on peut s'ouvrir ChatGPT pour aller le challenger. Donc, voilà. Et puis, il y a effectivement un petit buffet qui vous attend aussi. Voilà. Merci de votre écoute.